synchronisé. La dernière fois, j'ai décrit un composant dont on parle trop peu, c'est le système de sécurité dédié au fonctionnement d'une bobine Tesla. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous rappelle aussi que cette vidéo n'est pas un tutoriel de fabrication, c'est juste un retour sur ma propre expérience. Une bobine Tesla, c'est pas vraiment compliqué à fabriquer, c'est à la portée de n'importe quelle personne un tant soit peu soigneuse avec une scie sauteuse et un fer à souder. Il y en a aussi qui vont me regarder avec des grands yeux, mais il n'y a pas besoin d'être un mathématicien ou un grand physicien pour être capable de la construire, sous réserve que vous ayez un minimum de base en courant alternatif. D'ailleurs, pour les plus curieux, mes connaissances, elles viennent en partie de ce manuel de l'ingénieur, édition Hutt, enfin je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est de l'allemand. Vous avez tout un chapitre dédié aux courants alternatifs, aux harmoniques, aux circuits résonants. C'est vraiment assez complet. Et puis aussi, je me suis pas mal renseigné en utilisant une encyclopédie des sciences industrielles. Je vous mettrai juste en bas de l'écran la référence. Et pour le retour d'expérience sur les bobines Tesla, je me suis en grande partie aidé d'Internet. Je ne prétends pas avoir raison à 100% sur toute la ligne. Les dimensions que je vais vous proposer, vous pouvez être amené à pouvoir les modifier et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment tirer le maximum de résultats sur une bobine de taille modeste, les dimensions que je vais vous proposer, les caractéristiques vous permettent quasiment à 100% d'avoir d'excellents résultats. Cette bobine Tesla d'1,50 m de haut est capable de générer des arcs électriques entre 2 m et 2,50 m, voire plus, car du fait de sa petite taille, les éclairs sont systématiquement attirés vers le sol, ce qui rend difficile la mesure. En l'améliorant encore, je pense pouvoir atteindre les 3 mètres ponctuellement. Ça reste encore un prototype, elle n'est pas encore opérationnelle et elle n'est pas exempte de tout défaut. Son coût est d'environ 1070 €, ce qui est très bas, sachant qu'une unité similaire à usage professionnel pour les musées coûte plus de 10 000 €. Prévoyez tout de même une marge d'environ 500 €, l'alimentation peut être difficile à trouver et le condensateur sera probablement la pièce la plus coûteuse. Pour avoir un budget aussi bas, elle a été en partie réalisée en matériaux de récupération. L'armoire, les éléments de commande ou de sécurité proviennent d'anciens tableaux électriques, les contacteurs proviennent d'un ancien four à céramique, les transformateurs ont été récupérés sur plusieurs fours à micro-ondes, le tube de la bobine secondaire, qui est en PVC, a été récupéré dans les poubelles. Après avoir étudié une bonne centaine de constructions, leurs avantages et inconvénients, sélectionné ce qui me semblait réalisable sur différents modèles, dessiné quelques croquis et choisi les spécifications définitives, il était temps de passer à la construction. Je n'ai pas dessiné de plan, juste un ou deux modèles 3D pour savoir si les pièces allaient s'emboîter entre elles. J'ai construit la plupart des éléments de tête, les pièces sont ensuite adaptées entre elles. Juste un dernier détail avant de terminer cette introduction un peu longue. Sachez que le circuit primaire, c'est la partie la plus dangereuse de toutes sur la bobine Tesla. Les courants qui y circulent, courants de crête, peuvent dépasser plusieurs centaines d'ampères et la tension peut avoisiner plusieurs dizaines de kilovolts. Donc je vous invite à être extrêmement prudent quand vous commencez à faire muse avec ce genre de puissance. Je vous avais montré la dernière fois avec une prise de courant les dégâts que ça pouvait faire, une connexion mal serrée, et c'était de la basse tension. Donc je vous le redis une dernière fois, si vous prenez le jus avec ce genre de tension, si vous prenez le jus avec ce genre de courant, ben la brûlure au 3e degré, c'est peut-être ce qu'il y a de moins pire. Donc franchement, ne déconnez pas avec ça, je le redis. Et puis maintenant que vous êtes au courant, je vous souhaite un bon visionnage. Toute construction doit partir sur de bonnes bases. Un châssis robuste, facile à déplacer et à démonter en cas d'entretien. Les plateaux sont réalisés en coffrage avec un revêtement en téflon. La structure repose sur des roulettes avec frein pour l'empêcher de bouger. Elles servent aussi à isoler le circuit primaire de la terre. Des tubes PVC maintiennent les deux autres plateaux en contreplaqué classique qui alimenteront tous les composants, le tout fixé avec des tiges filetées. L'alimentation, c'est la base. C'est elle qui va déterminer la longueur de vos arcs électriques. Sur la technologie éclateur, la tension efficace du secteur de 230 volts étant trop basse, il faudra l'augmenter à l'aide d'un transformateur élévateur. Cette tension ne doit pas être choisie au hasard, l'éclateur a besoin d'un minimum de tension pour pouvoir se déclencher. Si vous visez une bobine Tesla de taille modeste d'environ 3 kVA, j'ai constaté qu'il était très compliqué de produire des grandes étincelles avec une tension d'alimentation inférieure à 6 kV. Mais ça ne veut pas dire qu'en dessous c'est impossible, car avec seulement 4,2 kV, vous pouvez avoir au moins 1 mètre d'éclair. Comme la réactance inductive d'un transformateur est fixe, plus une tension de sortie est élevée, plus vous pourrez faire passer de courant dans le circuit, donc plus de puissance. Mais il y a un hic.
Augmenter davantage la tension d'alimentation ne vous permettra pas indéfiniment de produire plus d'étincelles. Dans le circuit secondaire, à partir de 20 kV, la formation de corona commence à devenir problématique. Vous pouvez limiter ce phénomène en polissant tous les coins saillants ou en immergeant les pièces sensibles avec de l'huile. Mais le problème, c'est que vous rapprocherez dangereusement des limites de claquage du diélectrique des condensateurs haute tension actuellement sur le marché. Pour les plus grandes bobines Tesla au monde, telles que Electrum de Lightning on Demand, le modèle 13 mètres de Billy Wysock ou la gigantesque bobine de Robert Golka, leurs alimentations ne dépassaient pas 30 à 45 kV. Maintenant, je vais vous citer les transformateurs qui me semblent répondre à tous les critères en restant accessibles. Il existe deux grandes familles. Vous avez en premier les transformateurs limités en intensité. Ils ont généralement un couplage assez lâche, un ou plusieurs shunts chargés d'augmenter l'inductance de fuite en dérivant le flux magnétique à travers le noyau. Leur bobinage est composé d'une faible section de fil combinée à une impédance assez élevée avec quelquefois un ballast intégré. Toutes ces caractéristiques auront pour rôle de limiter le courant de sortie, surtout en cas de court-circuit, tout en garantissant une bonne régulation de la haute tension. Parmi les plus utilisés, nous avons les NST, pour Neon Sign Transformers, qui alimentent les enseignes lumineuses. Les plus connus, ce sont les tubes néons. C'est une bonne alternative, assez sécurisée pour les bobines Tesla de taille intermédiaire. Ils peuvent sortir jusqu'à 10 kV pour environ 25 à 100 mA en Europe. Aux États-Unis, la tension est généralement plus élevée, elle est de l'ordre de 15 kV. Si vous comptez partir sur ce genre d'alimentation, je vous recommande de vous procurer les modèles les plus puissants. Ce faible courant de sortie peut vous limiter pour des bobines de grande dimension. En utiliser plusieurs en parallèle peut être alors une solution très satisfaisante, mais ils sont chers neufs, comptez 500 € et une quarantaine d'euros d'occasion. Pour pousser vos performances encore plus loin, vous pouvez avoir recours à une deuxième catégorie, les transformateurs sans limite d'intensité. Tout comme la première catégorie, ce sont des transformateurs élévateurs, mais leur couplage très serré, la section de leur bobinage plus importante permet de pouvoir utiliser des puissances beaucoup plus élevées. Ils possèdent aussi une faible inductance de fuite. Ce genre de composant peut nécessiter la présence d'un ballast, c'est-à-dire un dipôle qui a la capacité de limiter le passage du courant. Toujours dans le domaine des enseignes néons, il existe un transformateur nommé Bombarding System. Son rôle est de purifier le tube en brûlant les impuretés pendant la mise sous vide, juste avant le processus de remplissage au gaz noble. Ils peuvent sortir jusqu'à 30 kV et encaisser jusqu'à 22 kVA pour les plus grands. En choix plus abordable, vous pouvez vous servir de transformateurs de four à micro-ondes, abrégé MOT pour Microwave Oven Transformers. Ils sont chargés de fournir une tension suffisante à moindre coût pour alimenter le magnétron, soit environ 2,1 kV pour 500 mA. C'est beaucoup trop faible pour une bobine Tesla, vous aurez besoin d'en utiliser plusieurs. Ici présent, les 4 unités sont alimentées en parallèle au niveau de leur primaire et en série au niveau de leur secondaire, ce qui fait environ 8,4 kV. Vous pouvez voir sur ces images l'importance de la tension pour alimenter le circuit primaire. Pour une même configuration et pour une fréquence de résonance identique, l'alimentation a été limitée ici à 4,2 kV pour ne pas dépasser les 16 A d'une prise de courant standard. Et ici 8,4 kV. Quand vous vous servez de plusieurs transformateurs, que ce soit des MOT ou des NST, il est important de les coupler correctement. Et pour cela, vous devez connaître leur polarité. Et oui, même avec de l'alternatif, sinon vous risquez de vous retrouver avec deux bornes connectées ensemble au même potentiel. Or, c'est connu, deux courants de sens contraire s'annulent. Donc 0 à la sortie. Pour pouvoir trouver la polarité d'un transformateur, je vais vous montrer une petite technique vraiment très simple à mettre en place avec le minimum de matériel nécessaire. Pour cela, vous avez juste besoin d'un peu de câble électrique, d'un multimètre, d'une pile et d'un marqueur. Vous connectez votre multimètre au bobinage possédant le moins de tours et inversement, le bobinage qui possède le plus de tours, vous le connectez à votre pile. Ne faites pas l'inverse, vous risquez de détériorer le multimètre sous l'effet de la haute tension. Vous prenez le multimètre, vous le mettez en calibre courant continu sur un voltage relativement faible, vous prenez votre pile, assurez-vous que vous ayez des câbles de couleurs différentes, c'est plus facile de s'y retrouver. Le noir sur la masse et le rouge sur le plus, le bleu sur le moins et le brun sur le plus. Vous connectez, vous attendez que la tension inductive produite par la bobine disparaisse et vous relâchez. Ce qui va nous intéresser, c'est pas la tension affichée mais la polarité. Si la polarité est positive sur ce fil-là, sur le fil qui est ici, elle sera aussi positive. Vous prenez votre marqueur, vous faites le repère, vous faites une croix ici et une croix
juste là. Et voilà, vous connaissez la polarité de votre transformateur. Il y a plusieurs précautions à prendre lors de l'utilisation de ce genre d'unité low cost. La plupart des MOT ont leur bobinage secondaire connecté au noyau, elle-même connectée à la terre. Cela est possible grâce au décalage de la sinusoïde imposé par le doubleur de Villars, faisant passer la tension de 2,1 kV en alternatif à 4,2 kV redressé. C'est un bon moyen d'isoler le transformateur sans avoir recours à une immersion dans l'huile onéreuse. Lorsque vous assemblez plusieurs MOT en série, vous augmentez fortement les contraintes diélectriques entre son primaire et son secondaire. Une alternative consisterait à séparer votre alimentation en deux en ajoutant un point milieu relié à la terre pour limiter cette contrainte. Mais à cause des interférences EMI et vu la dangerosité du circuit primaire, j'ai fait le choix de ne pas utiliser ce point milieu et donc d'utiliser une tension flottante. Mais il va sûrement m'obliger à immerger les transformateurs dans l'huile. Cette intervention est assez complexe. Il ne faut pas la moindre trace d'humidité, ce qui implique de chauffer les transformateurs. Et de toute façon, cela ne réglera pas le problème. En 2018, un arc électrique s'est formé entre le ventilateur et le circuit primaire suite à une mauvaise manipulation. Stop. Ouais. Le courant du circuit primaire est donc passé par le ventilateur relié au secteur pour revenir par le transformateur d'alimentation qui a rompu l'isolation galvanique et causé un court-circuit détruisant 2 transformateurs sur 4. Et ça a même réussi à brûler un des plateaux qui était pourtant couvert d'une couche de téflon. J'ai pu régler le problème en choisissant des transformateurs de forte puissance, c'est-à-dire des unités prévues pour 1000 watts plutôt que 800 watts comme précédemment. En conclusion, si l'idée vous venait de mettre en série autant de transformateurs que vous voulez, pour les raisons énoncées précédemment, ce n'est pas possible. L'isolation galvanique est prévue pour 2,1 kV à la base. Plus vous augmenterez le nombre de MOT, plus vous augmenterez le risque de fuite. Après, j'ai vu sur certaines bobines, pour pouvoir augmenter la tension d'un MOT tout en faisant circuler beaucoup de courant, on pouvait avoir recours à un multiplicateur de tension, tel qu'un circuit de Villars, comme sur les micro-ondes, une cascade de Greenacher ou un doubleur de Schenkel. Le gros avantage, c'est qu'en doublant la tension après le transformateur, cela revient à utiliser le MOT à une tension plus proche de ses spécifications d'origine. Et c'est une bonne chose. Mais il y a toujours un mais il faudra prendre la précaution d'utiliser une bobine d'arrêt entre l'alimentation et le circuit primaire, en général assez élevé. Autrement, les condensateurs du multiplicateur de tension se déchargeront dans l'éclateur, ce qui annule l'effet du doubleur de tension. Et pire, cela fait surchauffer le condensateur et les diodes du redresseur. Pour l'instant, je marche à tâtons. Mais malgré tous ces inconvénients, les transformateurs de micro-ondes restent l'option la plus abordable. Et même en prenant certaines précautions, comme en éloignant les transformateurs avec un certain espace, en prenant soin de mettre des fils suffisamment espacés entre eux, bien soudés, et avec 4 MOT en série, vous pouvez tirer au minimum jusqu'à 2 mètres, voire 3 mètres d'éclair. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, les transformateurs de distribution. Ils sont surnommés affectueusement PIG aux États-Unis. Alors pourquoi? J'ai jamais compris. Peut-être que leurs isolateurs ressemblent à des oreilles de cochon, ou à une queue de cochon. On dirait plutôt des poubelles. Bon, enfin bref. Ils sont utilisés pour abaisser une dernière fois la tension avant l'arrivée chez le consommateur. En inversant leur branchement, ils pourraient élever la tension du secteur entre 7 et 30 kV environ pour plusieurs ampères. Aux États-Unis, le 110 volts a l'inconvénient d'avoir plus de pertes sur de courtes distances. C'est pourquoi ils ont recours à plusieurs petits transformateurs par rue et un réseau de tension étendu. Ils sont assez peu encombrants et sont alimentés en biphasé, mais ils peuvent très bien fonctionner en monophasé. Les modèles les plus utilisés par les bobineurs, ce sont en général des unités de 12 ou 25 kVA. Le fait qu'il soit conçu pour fonctionner en permanence fait de lui le meilleur choix pour les bobines Tesla. Avec 15 kVA, vous avez au minimum 5 mètres d'arc électrique à coup sûr. En fonction de son usage et de sa puissance, un ballast par contre peut devenir nécessaire, voire carrément indispensable. Comme ils sont immergés dans l'huile, il faudra aussi veiller à surveiller le joint d'étanchéité. L'humidité ne doit surtout pas s'infiltrer sous peine d'altérer l'isolation. Aux États-Unis, ils sont assez faciles à trouver d'occasion pour environ 300 $ et il faut compter à peu près 225. Alors si c'est 225 livres, ça fait environ 100 kg. En Europe, par contre, le réseau de distribution est différent. En France, par exemple, nous avons recours à un seul et unique poste de transformation pour le quartier qui abaisse sa tension à 400 volts. Les rues se partagent les phases. Malheureusement, ils sont bien plus lourds. Les plus petits pèsent environ 400 kg et 50 kVA, c'est le minimum. Les prix tournent en général aux alentours de 400 à 700 € d'occasion. Après, si vous avez de la place, il n'est pas impossible de faire fonctionner une bobine Tesla avec une alimentation en triphasé. Il y a juste quelques conditions à respecter. Et la première serait de rectifier le courant à l'aide d'un pont à diode, ce qui signifie que le courant d'alimentation sera désormais continu.
Mais l'inconvénient du courant continu, c'est que le rectifieur est plus complexe à construire qu'une simple source alternative, les diodes, les inductances, qui sont des composants spécifiques qui peuvent être difficiles à trouver et surtout très coûteux. L'alternative que j'ai trouvée, c'est qu'en Angleterre, certains transformateurs de campagne fonctionnent encore en biphasé. Avec un peu de chance, si vous habitez à proximité, cela peut valoir le coup de faire le déplacement. Il y a aussi une autre façon assez originale d'alimenter une bobine Tesla. Vous pouvez aussi avoir recours à des transformateurs de potentiel, qu'il ne faut pas confondre avec les transformateurs de courant. Ils sont utilisés pour la mesure de la tension sur le réseau de distribution. Ils sont très robustes et utilisables pour drainer beaucoup de courant. Assurez-vous d'avoir un ratio d'environ 1 sur 100 pour garantir une tension de sortie assez élevée et une puissance d'environ 1 à 2 kVA minimum. Sinon, vous pouvez tenter de les fabriquer vous-même, mais à mon avis, au niveau rentabilité, ça n'en vaut pas la peine. Entre l'huile, qui est très chère, le papier aramide, le noyau à acheter, il peut être plus intéressant de l'acheter tout fait, sans parler des connaissances pointues nécessaires à sa construction. Voilà, après avoir survolé les bons transformateurs, je vais vous citer quelques modèles à ne pas utiliser, à commencer par les transformateurs pour la radiographie. Les tubes à rayon X ont besoin d'une tension comprise entre 50 et 200 kV dans le milieu médical. Au moindre effet de pointe, câble mal isolé, du corona peut se former, et de plus, la majorité des condensateurs à impulsion abordables sur le marché ne sont pas conçus pour fonctionner à de telles tensions, à moins que vous ayez le prix à mettre dedans. Surtout qu'en alternatif à haute fréquence, ils sont très sensibles au court-circuit et peuvent facilement brûler. La nouvelle génération de transformateurs avec des semi-conducteurs qui permet de réduire d'abord sa consommation, ses dimensions, sa masse. Ils ont en général un prix de vente beaucoup plus bas et forcément assez attractif, mais je ne peux que vous les déconseiller à cause de son circuit de coupure contre les surcharges, sans parler de son électronique inadaptée aux contraintes imposées par les bobines Tesla, les petits transformateurs élévateurs comme ceux des chaudières, des anciennes télévisions à tube cathodique, ou ceux des générateurs d'ozone. Des pièges à insectes peuvent être intéressants pour de toutes petites bobines qui n'excèdent pas 1 kVA, mais pour notre cas, c'est beaucoup trop petit. N'utilisez pas non plus de bobines d'allumage de voiture, comme pour les transformateurs à rayon X, leur tension de sortie est beaucoup trop élevée. Et pour terminer, les transformateurs abaisseurs grand public. Enfin, je vous invite pour les dernières informations à vous rendre sur le site de Richard Burnett qui a fait un compte-rendu complet théorique. Vous trouverez les informations nécessaires aussi sur les ballasts que je n'ai pas traités, ainsi qu'un concept assez original pour les alimentations. Ça s'appelle la charge résonante, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir.